passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui s'intéresse à la réécriture des mythes. C'est un mythe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il y a toute une leçon, disons, de sagesse, de morale, de conduite. Ne pas se retourner sur qui on aime. Ne pas se retourner sur qui on aime. Marcher devant en sachant que celui-là ou celle-là vous suit et que, en la conduisant, on le ou on la sauve. Mais ne pas se retourner, ce qui veut dire ne pas vouloir le ou la saisir. Donc c'est un très beau mythe, un mythe très généreux, et très sage, et très difficile. Ici Roland Barthes convoque le mythe d'Orphée et Eurydice, et de ce mythe, il sera question tout au long de cet épisode. Dans la version populaire, Orphée se retourne pour s'assurer de la présence d'Eurydice. Et Eurydice retourne au royaume des morts, vivre parmi les ombres. Et si c'est Eurydice qui aurait demandé à Orphée de se retourner ? Et si regarder ce mythe du point de vue des femmes donnerait finalement la parole à Eurydice ? Et si une fois devenue ombre, Eurydice vivrait sa meilleure vie ? Pour qu'au royaume des ombres, elle puisse enfin avoir le silence pour se révéler, pour se consacrer enfin à son projet d'écriture. C'est dans cette perspective que l'autrice autrichienne Elfriede Jelinek donne de la voix à Eurydice, et elle a beaucoup à nous dire. Dans Ombre, Eurydice parle, Eurydice emploie enfin le jeu pour exister. Un quasi-monologue d'1h30 porté à la scène par la metteuse en scène Marie Fortuit. Et elle est l'invitée du 39e épisode du Beau Bizarre. Marie Fortuit, vous êtes une metteuse en scène qui aime le mélange des genres. Vous avez déjà à votre actif plusieurs mises en scène, dont une dernière pièce donnée récemment au Plateau Sauvage, Ombre, Eurydice parle, le texte d'Elfriede Jelinek, autrice autrichienne, prix Nobel en 2004, qui a écrit une œuvre prolifique faite de romans et de pièces de théâtre, des textes pour certains connus du grand public, puisqu'adaptés au cinéma comme La pianiste par Haneke. Mais vous, comment vous avez rencontré l'œuvre d'Elfriede Jelinek et qu'est-ce qui vous a motivé à monter un de ses textes ? Oui, alors j'ai découvert Elfriede Jelinek, comme beaucoup de monde je pense, par l'adaptation du film de Michael Haneke dont vous parlez, La pianiste. Je l'ai vu en 2007 je crois, qui m'avait beaucoup interpellée, émue et en même temps effrayée. Et à la suite de ça, j'ai découvert le roman Les Exclus, qui est un roman qui n'est pas très connu de Jelinek, mais je travaillais à l'époque sur Thomas Bernhardt, et on dit souvent que Thomas Bernhardt est un cousin un petit peu comme ça, amicalement, hein, de Elfriede Jelinek, puisque tous les deux travaillent sur les fantômes de l'Autriche, et ce qui hante les Autrichiennes, les Autrichiens de cette histoire du XXe siècle. Donc j'ai découvert ce roman Les Exclus, qui est un roman un peu à part dans l'œuvre de Jelinek, et qui raconte l'histoire de 4 adolescents à Vienne, qui sont dans une errance qu'ils n'arrivent pas très bien à comprendre. Et en fait, on comprend petit à petit qu'ils sont en proie avec des choses qui les dépassent, qui sont donc ces absences, ces fantômes, et ces non-dits surtout. C'est le travail sur le non-dit de l'État autrichien aussi, hein. Je veux dire, elle est très virulente, hein, Jelinek, sur le non-dit de l'Autriche, sur le fait que les archives n'ont pas été sorties. Et donc, c'est vraiment par les corps adolescents, finalement, que je suis rentrée dans l'œuvre de Jelinek, par ces corps-là adolescents, puisque l'un d'eux finit par faire une chose terrible et assassiner une partie de sa famille. C'est inspiré d'un fait divers, hein, dans la fin des années 90. Et donc, ça m'avait beaucoup impressionnée et bouleversée, je dois dire. Et j'ai mis un tout petit peu ce roman de côté pour un temps, parce que j'ai compris qu'il fallait que j'ai
plus de billes pour comprendre aussi l'ironie et l'humour de Jelinek, qui est vraiment au cœur de son œuvre. Et je savais que j'y reviendrais un jour. Mais il fallait avant que je fasse un spectacle qui s'appelle Le Pont du Nord, que j'ai écrit et mis en scène en 2019. Et je pense que ça a été une étape nécessaire aussi dans mon parcours de metteuse en scène, avant de revenir à l'œuvre de Jelinek avec Ombre Eurydice parle, où là j'avais peut-être aussi plus d'humour sur moi, plus d'autodérision. Je pense que c'est extrêmement nécessaire pour monter l'œuvre de Jelinek d'avoir ce sourire en haut de l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire vraiment évidemment en proie avec le tragique, mais vraiment avec une ironie sur le monde, un sourire à la fois acide mais profond et tendre. Et donc Ombre Eurydice parle, je l'ai découvert dans une librairie après avoir vu le film qui m'a beaucoup touchée de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui réintroduit le mythe d'Orphée et Eurydice, puisque dans le film de Céline Sciamma, le mythe d'Orphée et d'Eurydice est en filigrane tout au long. Et donc j'avais ce mythe en tête, et quand je suis allée à la librairie en octobre 2020 et que j'ai vu ce texte, Ombre Eurydice parle, de Jelinek, c'était les retrouvailles en fait. Les retrouvailles avec Jelinek, portées par Céline Sciamma, dans ma tête évidemment. Et puis de découvrir comment, comme Céline Sciamma, Eurydice, l'Eurydice de Jelinek se réinvente et elle nous fait comprendre que peut-être c'est elle qui aurait dit à Orphée « Retourne-toi ». Das ist meine schlechteste Eigenschaft, dass ich sehr ungeduldig bin. Oui, c'est la plus mauvaise de mes qualités. Je suis très impatiente. Je veux tout très vite et très souvent. Avec l'ordinateur, on peut effacer totalement les choses, les faire aussitôt réapparaître, les transformer en d'autres choses. C'est la vitesse d'exécution qui me le permet, qui plus est dans une technique que je connais bien puisqu'elle reprend celle du clavier. Je peux taper à peu près aussi vite que je pense, ce qui est très important pour ma technique d'écriture, celle de l'association rapide, des jeux de mots et des jeux de langage, car tout doit se produire sur le champ. Je n'ai pas le temps de noter, ni de barrer ou d'inscrire autre chose. Tout doit se faire dans un même flux, un peu comme au piano. Au fond, je suis une éternelle pianiste, au sens où je travaille avec les doigts sur un clavier et un écran. Je dispose le texte sur l'écran presque d'une façon matérielle en l'obtenant par un travail du corps. On entend ici la voix d'Elfriede Jelinek qui explique que l'écriture, grâce au clavier de son ordinateur, lui permet d'aller aussi vite que sa pensée agit. Elle évoque déjà la présence de la musique dans son écriture, on y reviendra plus tard, mais dans ses productions, elle a surtout pour habitude de reprendre comme un palimpseste différents textes connus pour les intégrer à son écriture. Des textes de Sartre, Hölderlin, Ibsen, il me semble, mais aussi des textes mythologiques, et c'est précisément la réécriture du mythe d'Orphée et Eurydice qui vous a intéressé, vous. Avant de parler de ce texte précisément, est-ce que vous sauriez dire en quoi les textes de référence lui sont utiles pour écrire sa propre version, pour raconter sa propre vision de l'histoire ? En fait, Elfriede Jelinek, elle intègre complètement tous les discours, en fait, toutes les pensées, toutes les choses qui nous sont données, dont on est nourri, en fait, depuis l'enfance. Et en fait, sa façon d'écrire, elle le dit très bien dans l'extrait, c'est vraiment de laisser place à une oralité et à un lâcher-prise, finalement, dans les mots, et une sorte de plongée comme ça dans qu'est-ce qu'elle va associer librement. Et ce qu'elle associe librement, c'est aussi évidemment des textes qu'elle a aimés, ça peut être des poèmes, en effet, comme Hölderlin, ça peut être aussi même des choses qu'elle entend à la télévision. Il y a une grande culture pop chez Jelinek, où elle mélange les genres, parce qu'en fait, c'est ce dont on est constitué chacune et chacun, c'est-à-dire en fait à la fois de littérature pour ceux qui aiment ça, celles qui lisent, mais aussi en fait de chansons, de discours à la télé, même sur internet évidemment, et tout ça en fait c'est une sorte elle laisse la bouche s'exprimer et associer librement en fait. Il y a vraiment quelque chose presque d'une dimension psychanalytique dans sa façon d'écrire, et c'est passionnant parce qu'en même temps c'est extrêmement physique,
c'est-à-dire que c'est par l'oralité et par le fait de laisser cours à ces jeux de mots, à ces jeux de langage. Alors évidemment, dans la version française, la traduction a beaucoup d'importance. Comme ces textes sont traduits, il faut rechercher dans chaque langue quels jeux de mots vont pouvoir faire mouche, justement. Mais c'est ça qui est passionnant chez elle, et c'est aussi son héritage évidemment du piano, et vous le dites très bien dans l'extrait, c'est-à-dire qu'en fait, sa mère voulait qu'elle soit pianiste, et tout au long de sa vie, cette projection de sa mère la hantera en fait, et en même temps la nourrira, parce qu'elle a écrit pour échapper à sa mère, et en même temps, elle écrit comme une pianiste, elle écrit de la littérature comme une pianiste, elle le dit très bien, et ça me touche beaucoup, cette façon dont elle parle de son rapport au clavier, parce que c'est les mains en fait qui écrivent, en tout cas dans ses textes de théâtre, elle les pense vraiment pour l'oralité, et donc pour la bouche de l'actrice ou de l'acteur, et donc c'est tout le corps qui est engagé, et ça c'est très spécifique à Jelinek, et on le ressent très fort quand on travaille son écriture au plateau. C'est extrêmement puissant, c'est ce que dirait Valère Novarina, l'acteur, l'actrice respire le texte et vraiment fait corps, il y a un rapport érotique à la langue en fait, et dont elle se laisse libre à tous les discours possibles, en tout cas que son écriture soit inspirée de tous les textes. En fait, le texte, ça peut être une publicité, ça peut être un poème, ça peut être une partition de musique presque, et tout ça, en fait, elle le laisse, c'est poreux en fait. Les mots sont poreux les uns avec les autres, ça peut être un SMS, enfin, après nous, en tout cas, la mise en scène, le rôle, c'est justement d'essayer d'éclairer et de comprendre chaque séquence sans pour autant non plus trop analyser, parce que l'actrice doit aussi plonger dans ce flux. Il me semblait important de faire entendre et convoquer sa voix avec nous. On va continuer d'entrer dans son projet d'écriture avec l'écoute d'un second extrait. Also das hat sich bis heute nicht geändert. Ich würde sagen, dieser J'ai toujours les mêmes positions aujourd'hui. Je n'ai rien perdu de mon anticapitalisme et de ma haine des destructions et de l'injustice sociale qu'engendre ce système, pour ne pas entrer dans les détails. Par la suite, j'ai mené à bien ma tâche politique dans ma littérature. Je ne me suis pas mise à écrire une littérature platement réaliste, celle dont il est question dans le débat qui oppose Brecht et Lukács, ni à raconter ou à inventer quelque chose de nouveau. J'ai plutôt recherché une nouvelle méthode pour écrire de la littérature au sens de Brecht, une méthode esthétique pour un contenu politique. C'était cela mon programme. Alors dans cet extrait, Elfriede Jelinek évoque son projet politique d'écriture. D'ailleurs, la critique a souvent relevé dans son œuvre une manière d'associer oppression capitaliste et domination masculine. Et justement, dans l'adaptation d'Elfriede Jelinek du mythe d'Orphée, Eurydice semble avoir vécu ses plus beaux jours aux enfers, loin de son mari, loin des injonctions, pour pouvoir enfin se consacrer à l'écriture. Est-ce que c'est un des axes, en tout cas, un des axes dramaturgiques qui vous a intéressé dans ce texte, et pourquoi ? Et peut-être rappeler en résumé la version originale pour la raccrocher à cette nouvelle version. Alors la version originale du mythe, c'est Orphée, qui est donc dieu de la musique, fils d'Apollon, le dieu du soleil, et qui donc joue de la lyre. C'est un des personnages principaux de la mythologie, et il tombe amoureux de Eurydice, qui est présentée dans Ovide et dans tous les textes mythologiques comme une simple naïade. Déjà à la base, Eurydice n'a pas de fonction si ce n'est d'être une simple naïade, et Orphée, lui, c'est lui qui accompagne aussi Ulysse dans son voyage, qui va jouer de la musique pour les sirènes au moment où Ulysse est en péril sur son bateau. Donc Orphée, il apparaît comme cet homme qui va enchanter la nature, qui quand il joue, les pierres s'arrêtent de rouler, les ruisseaux s'arrêtent de couler, etc. Et il tombe amoureux d'Eurydice, il se marie. Alors après, il y a plusieurs versions, mais en fait, Eurydice, en tout cas, à la suite d'une baignade dans un lac, en fait, fuit un berger qui la regarde. Et ça, c'est important parce qu'il y a un berger qui est de l'autre côté de la rive et qui les regarde se baigner, elle et ses amis naïades. Et en fait, dans la fuite, donc Eurydice fuit ce berger qui cherche à la posséder d'une certaine façon.
et Eurydice se fait mordre par un serpent dans cette fuite. Et donc le venin de l'aspic, du serpent, la fait mourir. Orphée, donc fou de douleur, va dans le royaume des enfers, séduit les Cerbères, donc les 3 chiens et en même temps les dieux de l'Hadès, pour récupérer Eurydice, et il les séduit en chantant. Et donc tout le monde est tellement subjugué par Orphée qu'on lui dit « Ok, tu peux retourner au royaume du jour, enfin à la lumière, mais par contre, à une seule condition, il ne faut pas que tu te retournes avant d'arriver à la lumière. » Orphée, qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment, il se retourne au dernier moment. Et donc, Eurydice retourne dans le royaume des ombres, et il est dit dans le mythe Eurydice meurt une seconde fois, de quoi se plaindrait-elle, sinon d'être aimée. Donc voilà, on y est, quoi. C'est-à-dire, on a le mythe de la femme abandonnée, éplorée, mais qui n'a pas vraiment de fonction, si ce n'est celle de pleurer, si ce n'est celle d'être morte, pardon. Et Orphée, du coup, chante jusqu'à la fin de sa vie, son chagrin. Voilà, donc ça c'est le mythe original avec cette fameuse phrase chantée de Gluck, j'ai perdu mon Eurydice, rien n'égale mon malheur. C'est-à-dire, voilà, on est toujours dans le chagrin de l'homme, les pleurs de cet homme, et Jelinek le dit très justement dans la réécriture du mythe. Elle dit « Moi, je n'ai rien perdu d'autre que ma vie, en fait. » Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment déjà la scission, quoi, le point de départ. Enfin, en tout cas, c'est le point de départ du mythe. Et après, la question... C'était l'axe dramaturgique qui a été un des plus importants, c'est-à-dire comment, en fait, Eurydice, elle se réinvente aux enfers, et elle ne meurt pas ni une première fois, ni une seconde fois. Elle trouve enfin l'épanouissement et la place et l'espace pour écrire, qui était d'abord son projet personnel à elle. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est très beau dans ce que fait Jelinek, qui est très fin et très révolutionnaire, moi je trouve, c'est qu'en fait, elle réinverse le mythe. C'est-à-dire que d'une certaine façon, elle se le réapproprie, mais en réinversant les choses. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Céline Sciamma, dans Portrait de la jeune fille en feu, le suggère, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée, moi, dans le film de Céline Sciamma, c'est qu'en fait, il y a une scène où il y a les 3 femmes qui sont autour du feu et qui lisent le mythe d'Ovide. C'est-à-dire qu'il faut quand même, voilà, elle se penche sur l'origine, en fait, pour ensuite pouvoir le déconstruire. Et l'un des personnages dit, mais en fait, peut-être que c'est Eurydice qui a dit à Orphée, au moment où il allait arriver au jour, retourne-toi. Et du coup, c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, Eurydice lui avait dit, mais en fait, c'est fini, notre histoire est finie, donc retourne-toi. Et donc, que enfin, en fait, Eurydice devienne active. Parce que sinon, en fait, c'est vraiment, vous voyez, Eurydice meurt, Orphée vient, il la récupère, finalement, c'est lui qui se retourne. En fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire ce regard-là de l'homme qui va être celui qui va être dans l'action, qui va pleurer, qui va agir, qui va se tromper peut-être. Et Eurydice n'est qu'un faire-valoir, en fait, n'est qu'une muse. Et c'est ce que Jelinek ne cesse de dire dans tout le texte. Eurydice ne va être qu'une muse. Et donc, bien sûr que quand elle se trouve dans le royaume des ombres, elle se déploie enfin. Parce que déjà, elle peut parler. Pourquoi elle peut parler ? Parce que déjà, il y a du silence. Parce que Orphée arrête de l'assourdir avec sa musique, avec ses pleurs, avec ses cris aussi. Et moi, ça m'a beaucoup intéressée de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'Orphée joue de la batterie. Parce que pour moi, la batterie, c'est à la fois un instrument enfantin, comme ça, mais à la fois, c'est très beau parce que ça amène une pulsation. Et puis, je voulais aussi qu'Orphée puisse vraiment jouer de la musique et qu'on y croit au fait qu'il soit musicien. Mais en fait, la première chose que Eurydice dit, c'est « Le silence était une chose grande et sacrée, mais c'en est fait, il l'a anéanti. » Et donc là, enfin, elle est dans le silence et elle peut déployer sa pensée qui va partir dans beaucoup d'endroits différents. Elle laisse vraiment la parole libre, encore une fois. Elle laisse Eurydice parler comme Jelinek a écrit, en fait. Et donc, forcément, elle associe librement, elle pense des choses qu'elle découvre au moment même où elle les pense. Et ça, c'est très beau aussi, parce que c'est vertigineux, la pensée. Si on sait déjà ce qu'on dit avant de le penser, c'est pas très intéressant, c'est pas vivant. Et c'est en ça qu'Jelinek est une grande autrice de théâtre, parce qu'elle peut mettre dans la bouche de l'actrice quelque chose qui lui permet d'être très au présent dans le fait de penser en direct des choses. Et les spectatrices et les spectateurs sont du coup concernés par ce qui est en train de se jouer, de se dérouler en fait. Donc voilà, ça c'est très fort dans la proposition de Jelinek. Et ensuite, sur la question du mythe, évidemment que c'est... Jelinek, de toute façon, le dit, elle écrit
toujours avec une certaine rage, mais une rage qui est une énergie en fait, c'est une énergie créatrice, et qui, si Eurydice parle sans s'arrêter pendant 1h30, c'est qu'elle a évidemment énormément de choses à dire, et puis enfin, en effet, écrire, c'est ça qu'elle dit aussi dès le départ, ce que je veux, je ne le peux, ce que je ne peux, je le veux, écrire. Et donc elle va écrire par la parole, puisque c'est ça quand même aussi le théâtre, c'est l'art de la parole. Et elle finira par dire, après beaucoup de digressions, je n'ai pas d'œuvre, quelle joie, je n'ai pas d'œuvre. Et donc évidemment cette phrase est très ironique et à la fois très sincère. C'est ça qui est très beau chez Jelinek. C'est pas simpliste, c'est pas manichéen, c'est-à-dire que je n'ai pas d'œuvre, bah oui, Eurydice n'a pas d'œuvre, c'est une simple naïade, c'est comme ça qu'elle a été écrite il y a 2000 ans. Alors moi aujourd'hui, Marie, je décide de mettre en scène ce texte, et donc Jelinek donne la possibilité de faire une œuvre. Donc évidemment qu'il y a une œuvre, puisqu'on est en train de faire une pièce de théâtre et que Jelinek l'écrit et qu'il y a un livre. Mais Eurydice, elle, dit je n'ai pas d'œuvre. Quelle joie. Donc c'est à la fois très fin et en même temps révolutionnaire, parce que pour moi c'est révolutionnaire au sens où c'est pas didactique, c'est pas on n'impose pas une chose par la force, ou non, au contraire elle l'amène avec une immense intelligence. Et au même temps, si je repense à cette phrase « je n'ai pas d'œuvre », Elfriede Jelinek a fait le choix de mettre tous ses textes en ligne, de les laisser en libre accès, certes en allemand, en autrichien-allemand, vous préciserez pour moi, et elle offre comme ça une œuvre qui n'est pas figée, son œuvre, son travail comme ça, qui peut soit être transformé, soit elle-même y revient régulièrement, c'est-à-dire que, elle en fait pas œuvre, elle l'offre entre guillemets à l'humanité, et elle dit... Voilà, c'est gratuit pour vous, mais moi, j'y ai laissé ma vie. Il y a cette phrase-là que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a comme ça un parallèle qu'on peut faire avec le personnage d'Eurydice aussi. Tout à fait, c'est très, très intéressant. Et en effet, c'est une phrase qui nous a beaucoup accompagnés en création, avec Virgile Leclerc qui joue Eurydice. On en a beaucoup parlé de cette phrase qu'elle a mise sur son site. Mon site est gratuit, moi j'ai payé de ma vie, mais vous, ce n'est pas votre affaire. Et je trouve ça très beau parce que... Et puis c'est très drôle aussi. Et en effet, c'est très paradoxal parce que à la fois, Jelinek, en fait, elle laisse tous ses textes en libre accès. En même temps, elle est prix Nobel de littérature en 2004. Il y a beaucoup de livres qui ont été imprimés d'elle, donc, et heureusement, et tant mieux. Mais elle va très très loin, c'est-à-dire qu'elle dit, mais en fait, ce n'est pas intéressant de vouloir à tout prix laisser une trace, et ça c'est très masculin aussi, je veux dire, c'est quelque chose que moi j'ai si souvent entendu, mais je veux laisser une trace, voilà, et c'est aussi très, très auto-centré bien sûr, et puis en tant qu'humain aussi, en tant qu'homme, c'est très auto-centré, et donc elle essaye de prendre une autre porte d'entrée, et justement de dire, mais tout est mouvant, tout va disparaître, la nature aussi va disparaître. D'ailleurs, elle le dit aussi dans Eurydice. Et puis, c'est à la fois bouleversant cette phrase « je n'ai pas d'œuvre », parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se retrouver dans cette phrase. Et en même temps, presque, s'identifier à cette phrase, c'est-à-dire toutes ces femmes qui n'ont pas pu écrire, et Virginia Woolf en parle très bien avec la sœur de Shakespeare, déjà dans Une chambre à soi, et je veux dire, toutes les femmes, la génération de ma mère, de ma grand-mère, de nos... qui sont bien sûr encore plus touchées par cette chose-là, d'avoir été empêchées de créer, et puis ça fait quand même 2000 ans que ça dure, et un peu partout dans le monde, donc bien sûr que ça, c'est extrêmement... c'est toujours à la base de Jelinek, de son œuvre. Mais justement, de son œuvre, et en même temps, elle le déjoue, même jusque ça, elle va jusqu'à le déjouer. Et moi, ce que je trouve très beau et qui me touche particulièrement, c'est qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du dépouillement, en fait, qu'elle avoue, en disant, et qu'elle avoue, en tout cas, qu'elle met sur la table, c'est-à-dire, en fait, mais en fait, oui, je n'ai pas d'œuvre et je ne suis rien. Et alors, bien sûr que c'est paradoxal, parce qu'on peut se dire, mais attends, mais on s'est battu pour dire que, justement, on était quelque chose et qu'il fallait qu'on soit à la hauteur et qu'on fasse aussi combat avec les hommes, etc. Et en même temps, je trouve que c'est encore une autre voie
qui peut s'élever de dire bah oui, mais en fait, elle parle aussi du rapport à qu'est-ce qu'on laisse en fait, qu'est-ce qu'on est aussi, et cette humilité-là, et sans être une humilité justement soumise, au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus ample. Moi, c'est comme ça que je me le suis raconté, mais on a beaucoup échangé avec l'équipe de création autour de cette question-là. Qu'est-ce que c'est que cette phrase « je n'ai pas d'œuvre » et en même temps, on trouve la réponse, en tout cas l'une des réponses, en allant voir son site en effet, et en comprenant, comme vous dites, à quel point en fait ces textes peuvent être retirés, enlevés. On peut alors ils sont pas en français, hein, ils sont en allemand et en anglais, mais en même temps, voilà, elle ne fait pas, elle ne les rend pas sacrés, si vous voulez, comme et elle s'amuse en fait. Elle s'amuse de tout ça aussi en disant mais non. Je n'écris pas pour laisser une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ben, on va écouter un extrait de ce texte. Je ne sais pas ce qui glisse de haut en bas le long de moi. Non, qui progresse péniblement, plutôt de bas en haut. Serait-ce déjà arrivé au talon, au genou? Quelque chose de doux, de fin, de glissant comme un filet d'eau. D'ailleurs plutôt flatteur. Oui, ça y est. Quelque chose pénètre, ça fait mal. Quelque chose s'est ouvert en moi, c'était quoi? Je vous le dis ouvertement, j'en sais rien. Ça a glissé en moi. Je commence à avoir chaud. Un instant, j'ai l'impression de devoir me délester de mes vêtements. Ça fuit, ça coule. Peut-être ne pourrais-je plus me mettre au fourneau ni travailler à mon manuscrit tout juste commencé. Alors qu'à l'instant encore, ça semblait couler de source. C'était trop facile, peut-être. Mon écriture, faut croire qu'elle fuit aussi. C'est comme ça que je le ressens. Savez-vous, mon homme, lui, il chante. Le voilà qui aboule au son de sa bande originale. Ça l'a rendu célèbre. Avant qu'il ne se mette à chanter, le silence était une chose grande et sacrée. Maintenant, c'en est fait. De sa voix, il a troué le silence et l'a anéanti. Je suis restée plus silencieuse encore. J'écris, mais on s'en fiche. Savez-vous, ça fonctionne comme ça. Un liquide s'écoule de mon tuyau, ça coule sur une feuille de papier blanc, je fuis. Ma marche, elle est stoppée. Ma solide existence semble se relâcher, j'ai l'impression de balloter hors de moi. Comme si je n'avais plus d'articulation, comme si ma conscience n'en avait plus non plus. Plus de charnière pour s'articuler. Quand je vois ce paysage, il me vient des choses à l'esprit, mais plus rien ne coulera de mon tuyau. Oui, le sien, il marche encore plus ou moins, il fonctionne. Son mythe est déjà créé, il ne peut plus être détruit, il peut s'autodétruire, mais plus se faire détruire. Il retentit à plein tube, le chanteur. C'est le début du texte Ombre Eurydice parle, dans une lecture au musée Calvet d'Avignon pour France Culture, puisqu'il n'existe pas encore de captation de votre pièce. Dans cet extrait, on entend un peu cette écriture, la langue d'Elfriede Jelinek, avec sa musicalité, avec sa manière d'écrire bien à elle, avec, on le disait, un ton un peu cynique, un peu satirique, décapant. Comment vous avez dirigé votre comédienne Virgile Leclerc pour faire sonner la musicalité de cette langue dans son jeu à elle ? Alors, la première chose, c'est vraiment de lire, relire, s'imprégner du texte sans forcément tout de suite l'apprendre, mais vraiment plonger dans un rapport physique déjà à la lecture du texte. Donc on a fait beaucoup déjà de travail à la table, simplement lire, s'arrêter, voilà, créer un univers commun aussi, une mémoire de travail, comme on dit, et tisser un lien sur le temps, en fait, avec le texte. Ça fait presque 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet. On s'est vu très régulièrement avec Virgile
et aussi avec Rachel qui était assistante à la mise en scène. Et donc on a créé comme ça, comme dans Portrait de la jeune fille en feu finalement, où elles étaient 3 comme ça autour du feu avec le livre. Bon là c'était dans Portrait de la jeune fille en feu, c'était Ovide, enfin dans la scène du film de Céline Sciamma. Mais nous on était vraiment toutes les 3 autour du livre de Jelinek, avec parfois autour du feu aussi d'ailleurs, pour que les éléments nous guident aussi autour de... On est allé aussi près de l'eau, enfin sentir comment en fait aussi un texte on le charge voilà, de nos nécessités en fait. Ce que j'ai beaucoup dit à Virgile, moi j'ai décidé, si vous voulez, de travailler quand même dans une certaine incarnation. Alors je sais qu'en Allemagne par exemple ça se fait moins, surtout avec les textes de Jelinek, on va être plus à distance, on va dire que peut-être le texte est simplement une voix. Et moi c'est vrai que j'ai vraiment cet héritage-là, je vais plus m'inspirer même d'un metteur en scène comme Christiane Lupa ou Séverine Chavrier avec qui j'ai travaillé, ou Célie Pote aussi, qui sont des metteuses en scène qui travaillent quand même avec l'acteur, l'actrice, dans une incarnation. C'est-à-dire quelle est la rencontre que va faire Virgile avec Eurydice, le point de rencontre entre Virgile et Eurydice. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois un travail spécifique sur la langue, qu'on travaille comme une partition, mais à la fois quelque chose de très important et d'essentiel, c'est-à-dire quel est l'imaginaire, le paysage, comme dirait Lupa, que crée Virgile avec Eurydice. Et donc ça passe aussi évidemment par moi, c'est une sorte de triangulaire entre l'actrice, le personnage, la mise en scène. Et ça, c'était essentiel de convoquer chez Virgile cette nécessité et en même temps cette révolte, bien sûr, et puis cette blessure aussi d'Eurydice. C'est-à-dire, elle dit, au début du texte, on l'entend, j'écris mais on s'en fiche. C'est-à-dire qu'en fait, Eurydice, depuis 2500 ans, elle écrit, mais on s'en fiche. Mais par contre, on va écouter et on va accueillir les pleurs de Orphée, tous les opéras, je veux dire, que ce soit Monteverdi, que ce soit Gluck, je veux dire, tous les ballets qui ont été faits, Orphée et Eurydice, je veux dire, c'est toujours la même histoire qu'on retrouve. Et en fait, Eurydice, elle dit, mais je veux écrire, j'écris, mais on s'en fiche. Mon écriture, faut croire qu'elle fuit aussi, donc bien sûr qu'il y a beaucoup de cynisme, etc., puisque ça fait 2500 ans qu'elle dit la même chose. Donc au bout d'un moment, je veux dire évidemment que le sourire nous vient aux lèvres et qu'on n'est plus dans une révolte adolescente de dire voilà, je veux écrire. Donc ça a été un grand travail. C'est pour ça que le temps pour moi a été essentiel, c'est-à-dire de travailler par couches avec Virgile et qui a eu une magnifique rencontre avec le rôle. Et je pense que ça est arrivé pour elle à un moment de son parcours où voilà, elle était dans un rendez-vous en fait. On dit ça parfois pour les acteurs, les actrices, ils ont un rendez-vous avec un rôle et je pense que c'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que ça a été extrêmement fertile, j'allais dire, le travail. Et donc après ça, moi j'ai travaillé avec elle en lui disant voilà, qu'est-ce que c'est que la situation ? La situation, c'est qu'Eurydice vient de se faire mordre par un serpent, qu'elle arrive dans le royaume des ombres. Je lui ai ramené toujours à la situation. C'est une femme qui est dans le royaume des ombres, qui découvre cet endroit du royaume des ombres, où donc il va y avoir d'autres ombres, et ça on y viendra peut-être, mais en tout cas elle n'est pas seule dans ce royaume des ombres, même si on est toujours seul, elle le dit, et elle va pouvoir enfin se déployer. Mais pourquoi elle se déploie ? Parce qu'elle parle enfin, et c'est ce que dit le titre. Ombre, Eurydice parle. C'est entre parenthèses, mais pourtant tout est dans la parenthèse. Et encore une fois, Jelinek là va très loin dans l'humour. Et donc elle parle et elle peut enfin parler. Moi, je crois beaucoup à la vertu de la parole. Je pense que vous aussi. Et donc elle parle et elle se déploie par la parole et elle découvre des choses. Encore une fois, qu'elle ne savait même pas qu'elle pensait. Et cette parole devient écriture. Et donc on a travaillé avec Virgile de façon extrêmement précise sur chaque séquence. Il y a 27 chapitres dans l'adaptation que j'ai faite. Chaque chapitre a un titre et on a travaillé de façon très précise sur qu'est-ce que veut dire chaque séquence, et en même temps tout en se disant bah oui, mais de toute façon en même temps on travaille là sur le sens, mais en même temps quand tu es au plateau, il faut oublier le sens pour se laisser complètement traverser par la pensée, par la parole. Et donc c'est un texte jubilatoire pour une actrice, vraiment jubilatoire, mais qui demande énormément de travail, de préparation, et c'est ce qu'on a fait avec Virgile, Rachel, et puis toute l'équipe aussi, mais précisément sur le texte, c'était vraiment des séances extrêmement régulières. Et vous le disiez plus tôt, on pourrait dire c'est un monologue d'1h30
quasi seule en scène. Enfin, elle est du début à la fin au plateau et elle passe comme ça d'état en état pour progresser avec ce récit qu'elle découvre. Il y a aussi cet étonnement-là, c'est-à-dire comme si, même si c'est un texte effectivement écrit, posé, que vous avez répété, c'est dans le jeu, enfin en tout cas nous à l'endroit du spectateur, c'est comme si voilà, il y a l'effet elle le découvre en même temps qu'elle le dit. Enfin, dans son interprétation, il y a cette fraîcheur, virginité, surprise du sens du texte qui arrive comme ça dans sa bouche, et ça c'est assez intéressant à observer, enfin de à la fois être dans cette qualité de présence, d'être pendant 1h30 avec Orphée un peu fantomatique comme ça au loin, et elle se réactive enfin avec ce texte-là. Enfin, c'est assez fort, je dirais. Oui, alors on a beaucoup travaillé là-dessus, et puis Virgile a cette qualité très, très immédiate, déjà aussi d'être ce qu'on dit une actrice au présent, c'est-à-dire qui va être tout de suite dans ce qui se passe vraiment, et donc ça crée de la parole vivante. Et ça, c'est vrai que on a pas mal aussi travaillé là-dessus, c'est-à-dire comment elle pense en direct ce qu'elle dit, et qu'on a la sensation qu'elle le pense pour la première fois, mais évidemment ça fait quand même 2 ans qu'elle répète ce texte tous les jours, et qu'elle le rumine, et qu'elle le médite, et que chaque soir le défi pour elle, c'est évidemment de comme si elle le disait pour la première fois. Donc, en effet, le texte est écrit comme un monologue. J'ai gardé, on va dire, 2/3 du texte, mais ça a été aussi un long travail de coupe, d'adaptation. Enfin, le texte est celui de Jelinek, du début à la fin, mais on a fait des coupes. Et donc, en effet, Virgile à la fois, c'est comme un slalom, si vous voulez, pour moi. C'est qu'il y a, on va dire, 40 chapitres, donc c'est comme s'il y avait 40 portes, ou enfin, je sais plus si c'est 27 ou 40, selon les versions, mais en tout cas, il y a comme ça une trentaine de portes, on peut dire, de chapitres, et elle doit passer ces portes, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé. Par exemple, c'est un long, pour moi, c'est une longue descente vers un grand dépouillement, quand même. Je veux dire, le texte en lui-même, c'est un grand dépouillement, une mise à nu, mais une mise à nu, je veux dire, qui n'est pas mignonne, surtout pas. C'est une mise à nu qui est, voilà, on va de plus en plus plonger vers la vérité, dans quelque chose de vrai, de parler vrai, cette vérité qu'on cherche, et qui en même temps, et qui passe par la quête du langage, et comment tout le corps est mobilisée pour essayer d'être le plus précise possible dans la pensée, et dans aussi tout ce qu'elle a à dire de cet amour romantique avec Orphée, qui l'a aliéné, qui l'a empêché d'écrire, qui l'a empêché d'aimer vraiment. Et puis elle parle aussi de son rapport aux habits, donc il y a elle aborde énormément de thèmes, en fait, Jelinek, sur aussi voilà, comment en tant que femme on est obligé d'être dans l'apparence, le vieillissement aussi des femmes, évidemment, son rapport à sa mère aussi, elle l'aborde, comment elle peut se sentir nulle. Elle dit, mais je suis une merde, je suis nulle. Non, non, c'est pas vrai, je suis pas nulle. Non, regardez, j'ai mon armoire penderie qui est là, mais regardez, j'ai un magnifique manteau en peau d'agneau. Enfin, donc elle traverse pendant 1h30, en effet, beaucoup de choses, d'étapes qui l'amènent vers pour moi, ce dépouillement et cette libération. Pour moi, c'est une renaissance. C'est sûr que je l'ai montée dans ce sens. Mais par contre, il faut descendre très loin en soi, très profondément en soi, symboliquement, cette descente aux enfers. Oui, elle l'a fait, elle va chercher l'ombre, elle va dans les cachots, on va dire, de sa vie, mais pas pour y rester, évidemment, pour amener une connaissance secrète, obscure, dont on parle peu, mais qui va finalement l'amener à une renaissance, et en tout cas à finir par dire « je suis », qui est quand même la dernière phrase du texte. Je tairai ton nom, adorable. Je dirai seulement comment tu viens me chercher jusqu'au fond de l'enfer. Tu traverses à la nage la rivière aux eaux boueuses, sans redouter les lianes à moitié vivantes, les racines et les serpentes dépourvues d'yeux. Tu chantes sans discontinuer. Les gardiennes des mortes, attendries, referment leur gueule béante. Tu obtiens d'elles de me ramener jusqu'à la lumière des vivantes, à condition de ne pas te retourner sur moi pour me regarder. La déambulation, le long des souterrains, est interminable. Je vois ton large dos, l'un ou l'autre de tes seins quand tes mouvements te montrent de profil. Je vois tes jambes, puissantes et fortes, ton bassin droit. Je vois tes cheveux, dont la couleur châtaigne m'est si belle à regarder qu'une douleur me vient dans ma poitrine. Pas une fois tu ne te retournes. La puanteur de mes intestins nous entoure à chacun de mes mouvements.
Tu ne sembles pas t'en apercevoir. Tu marches avec détermination, me donnant à voix haute tous les noms d'amour que tu as eu coutume de me donner. De temps en temps, mes bras, jaunes et pourris d'où sortent de longs vers, te frôlent. Quelques-uns rampent sur ton dos. Tu frissonnes. Je vois ta peau se hérisser sur toute la surface de tes épaules. Le long des galeries, des sous-sols minés, des cryptes, des caves, des catacombes, nous nous déplaçons. Toi, chantant à voix victorieuse la joie de me retrouver. Mes seins sont dévorés. J'ai un trou dans la gorge. L'odeur qui sort de moi est infecte. Tu ne te bouges pas le nez. Tu ne cries pas d'effroi. Quand tout mon corps putrifié et à moitié liquide s'appuie à un moment donné le long de ton dos nu. Pas une fois tu ne te retournes. Pas même quand je me mets à hurler de désespoir, les larmes roulant sur mes joues rongées, à te supplier de me laisser dans ma tombe, à te décrire avec brutalité ma décomposition, les purulences de mes yeux, de mon nez, de ma vulve, les caries de mes dents. Tu m'interromps. Tu chantes à voix stridente ta certitude de triompher de ma mort. Tu ne tiens pas compte de mes sanglots. Tu m'entraînes jusqu'à la surface de la terre où le soleil est visible. C'est là, seulement là, au débouché vers les arbres et la forêt, que d'un bond tu me fais face. Et c'est vrai qu'en regardant tes yeux, je ressuscite à une vitesse prodigieuse. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. Dans cet extrait, la comédienne Adèle Haenel lit un passage du texte de Monique Wittig, Le corps lesbien, une autre vision du retour d'Eurydice des enfers, suivi d'un clin d'œil du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma dont vous parliez plus tôt. Un montage pour donner une autre perspective au mythe d'Orphée et Eurydice. Et je me demande, est-ce que ce sont là des références qui vous parlent et qui vous avez convoquées lors de vos recherches ? Vous le disiez un petit peu avec le film, mais peut-être Le corps lesbien aussi ? Oui, tout à fait. Le corps lesbien de Monique Wittig, donc... Qui est cité ici et qui est magnifique parce que c'est une autre réécriture du mythe en fait et qui pour le coup là où Orphée ne se retourne pas dans la version de Monique Wittig. Enfin on comprend que les deux amantes en tout cas vont ensemble jusqu'à la lumière et ce qui est très beau, moi ce que je trouve magnifique dans cette réécriture du mythe de Wittig, c'est qu'en fait justement elle dit mais je vois ton corps putréfié, je regarde tes blessures, je vois tes fêlures, je les embrasse. Et elle décrit le corps aussi, parce que c'est aussi ça la mort. Je veux dire, c'est Marguerite Duras dans La douleur le décrit aussi très bien. Enfin, c'est vraiment le rapport au corps en fait. Et je trouve ça très, très, comment dirais-je, transgressif, c'est-à-dire au sens réellement d'embrasser un corps qui a mal et qui ne va pas bien et ça c'est un amour, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je me le raconte, c'est-à-dire qu'à aucun moment dans le mythe d'Orphée et Eurydice originel, je veux dire Eurydice elle est tout le temps dans une espèce de robe blanche, il y a pas d'amour au sens c'est une image en fait qu'il aime. Et là ce qui est magnifique dans le texte de Wittig et qui est lu magnifiquement par Adèle Haenel aussi, c'est cette remontée en fait ensemble de ces deux amantes vers le jour. Et donc oui, bien sûr que ça nous a énormément inspiré. J'ai cherché au début du travail à voir comment peut-être que ça pourrait résonner, mais en fait pour moi ça sera peut-être un autre spectacle, mais l'écriture de Jelinek ne pouvait pas, enfin on aurait pu se dire voilà ça c'est la fin ou c'est une autre version, mais je suis restée concentrée sur l'écriture de Jelinek, sur cette oralité là, et puis pour moi c'était la base en fait déjà de sortir
d'une certaine façon de ce mythe-là. Alors on peut aussi voir le spectacle comme une sortie de l'hétérosexualité, c'est tout à fait possible, au sens où elle dit, d'ailleurs, ça fait penser, on en a souvent parlé avec Virgile, au départ quand elle dit le silence était une chose grande et sacrée, on pense à la phrase de Despentes, quand elle dit à 35 ans, j'avais l'impression, ça y est, enfin, de sortir de l'hétérosexualité, c'est comme si j'avais plus de bruit chez moi, comme s'il y avait eu du bruit, il y avait eu des travaux toute ma vie, et puis que ça y est, enfin, il y avait un silence en étant lesbienne. Donc c'est sûr que ça m'a beaucoup habité, on en a beaucoup parlé, et puis de toute façon, comme je vous disais, le point de départ pour moi, c'est la réécriture du mythe par la découverte de ce film de Céline Sciamma. Donc voilà, on l'a beaucoup évoqué. Après, il n'y a pas d'indice d'amour lesbien, on va dire, dans la version de Jelinek, mais il y a tous les ingrédients pour la vie future. On pourrait dire ça. C'est ce qu'on se racontait, en tout cas nous, avec Virgile, avec l'équipe, quoi. Le mythe dit qu'Orphée avait reçu de sa mère le don de la musique. Et puis on l'a dit plus tôt, Elfriede Jelinek imbibe son écriture de musicalité, d'inspiration musicale. Et il se trouve que la musique est très présente dans votre mise en scène également. Une mise en scène savamment servie par un travail sonore assez fin, signé Elisa Monteil. Quelle place dramaturgique occupe la musique et le son dans votre mise en scène à vous ? Alors la musique, c'est central dans tout mon travail, et spécialement... encore, on va dire, plutôt encore là, dans ce spectacle-là, Ombre Eurydice parle. D'abord, parce que Jelinek écrit de façon musicale, donc ça, c'est dans le travail de l'actrice, on en a parlé. Et puis ensuite, la question de la mise en scène, ça a été comment on représente Orphée. Puisque pour moi, c'était très important qu'Orphée soit représenté et qu'il chante. Que Eurydice parle et Orphée chante. Il n'y a pas d'autres paroles, il ne parle pas, mais par contre, il chante. Donc Jelinek décrit le chanteur Orphée comme un rocker, un chanteur à minette, comme il est dit dans le texte, etc. Moi, j'ai décidé de le déplacer un petit peu comme si c'était un peu une référence à Benjamin Biolay, enfin plutôt un chanteur à texte, et donc c'était très important pour moi qu'il soit présent. Et puis j'ai demandé à Mathilde Forger, qui est écrivaine et musicienne, d'écrire les chansons d'Orphée, donc aussi de reconstituer une collaboration de femmes, c'était très important pour moi, et donc et c'est Elisa Monteil qui a fait le son, qui signe le son, et c'est très fin, en effet, ce qu'elle a créé. On en a beaucoup parlé ensemble, et on a vraiment fait des résidences spéciales aussi sur le son. Par exemple, on a beaucoup évoqué aussi d'autres femmes qui pourraient être présentes dans ce royaume des ombres. Parce qu'on entend la voix d'autres femmes dans le spectacle. Alors, il y a la voix d'Ingeborg Bachmann, qui est une autrice autrichienne très importante pour Jelinek. Il y a la voix de Sylvia Plath, et il y a la voix de Marie Trintignant. Et elles ont toutes les trois pour point commun d'être mortes, on va dire, dans des circonstances très terribles. Il y a parfois un mystère comme ça, sur la mort de Marie Trintignant, il n'y a pas de mystère, c'est Bertrand Cantat qui l'a tuée, donc c'est un chanteur qui l'a tuée, donc pour moi c'était important aussi qu'il y ait cette allusion-là. Oui, cette référence, on va dire, puisque Marie Trintignant a été quelqu'un de très important pour moi. Et donc le son, c'est aussi les voix de ces femmes qui étaient importantes qu'on puisse entendre. Et puis après, avec Elisa, on a travaillé à délicatement se raconter comment le royaume des ombres, qu'est-ce qu'il y a comme son dans ce royaume des ombres. Et c'est les objets, en fait, aussi qui nous parlent, c'est les objets qui sont chargés d'histoire. Donc, tout d'un coup, Eurydice ouvre une jarre, et puis on entend la voix de Bachmann qui est déformée. On entend aussi, comme ça, donc, la voix de ces femmes, je vous disais. Et puis aussi, le travail de composition musicale qu'a fait à la fois Mathilde Forger, mais aussi Elisa, dans des réminiscences, en fait, qu'Eurydice peut entendre. Donc, il y a la dramaturgie sonore, elle est multiple, parce qu'il y a à la fois le son du royaume des ombres, il y a à la fois évidemment le chant d'Orphée en direct, et puis il y a aussi cette atmosphère, en fait, comme on l'appelle, la nappe de la vague continue de micro-événements qu'il y a dans ce royaume des ombres, et en fait qui nous plongent dans une atmosphère. Et Elisa a magnifiquement réalisé cette création sonore. En ce qui concerne le travail de Marie, en tant que metteuse en scène,
Donc moi, j'ai fait le son de sa dernière création, sa dernière mise en scène de Ombre Eurydice parle, donc de Jelinek. Marie, elle a une façon de travailler qui est dans une recherche parfois un peu folle de précision. C'est quelqu'un qui cherche longtemps et qui assume complètement de creuser, de faire et refaire et revoir et de réajuster longtemps. Et encore maintenant, je pense que même si moi j'ai quitté le spectacle, en tout cas, je n'en fais plus la régie son, mais voilà, je sais que ça se réajuste tout le temps. Donc c'est beaucoup d'allers-retours. Voilà, il y a une très très grande exigence justement autour de cette recherche pointue du bon endroit, de trouver une façon la plus juste d'agencer toutes les matières qu'elle peut avoir entre ses mains en tant que metteuse en scène, donc le son, la lumière, le texte, le jeu bien sûr de Virgile. Parfois ça m'a rendue un peu folle, moi aussi ces allers-retours permanents, mais en même temps ça a toujours été d'une richesse parce que on croit qu'on a trouvé et puis en fait le filage d'après on se dit ah bah non c'est pas encore ça, donc ça prend du temps, mais en même temps c'est absolument génial et passionnant de creuser, de continuer à creuser. Et avec Marie on dialogue beaucoup dans le travail et c'est ce qui est super précieux. Moi en tout cas en tant que créatrice sonore, je me sens pleinement intégrée à l'ensemble du processus de création, donc c'est vraiment hyper bien. Et puis je crois que ce que j'ai adoré dans cette collaboration, au-delà du déplacement de notre amitié dans un espace de travail commun, c'est aussi toute cette confiance que Marie m'a accordée et qu'on s'est accordé mutuellement, je crois, parce que moi j'ai aussi accepté de la suivre dans toutes ses recherches. Et ouais, confiance et exigence, c'est un peu la base, j'ai l'impression, de ce travail. Et je lui disais récemment, et je te le redis d'ailleurs Marie, que je trouvais qu'elle était une coach incroyable parce que c'est vraiment... y a une façon d'être très positive dans cet espace de recherche qui parfois est un magma de perdition aussi, parce que on cherche et puis on trouve pas toujours tout de suite, mais du coup dans ce gros magma qui des fois nous laisse que ce soit à la lumière, au son, mais aussi au plateau, un peu exsangue de creuser sans cesse et de ne pas trouver tout de suite, mais au bout d'un moment ça vient, mais du coup ça vient aussi parce qu'à côté il y a Marie Fortuit en metteuse en scène qui est là, mais on va y arriver, c'est génial, c'est super, franchement, c'est magnifique ce qu'on fait ensemble. Enfin, il faut vraiment la voir, c'est assez extraordinaire et c'est tellement enthousiasmant et surtout ça donne énormément de force pour continuer à chercher et à déployer tous nos savoir-faire et nos talents au service d'un même projet. Donc ouais, super coach, super coach, metteuse en scène incroyable. J'imagine que vous reconnaissez la voix. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous ? Non, mais c'est touchant d'écouter Elisa comme ça parler à travers votre micro. Oui, non, mais c'est tellement précieux. Enfin, en fait, c'est vraiment ça le pari pour moi de la création et tout particulièrement de ce spectacle-là, c'est de composer l'équipe en or, pour moi en fait, en tout cas vraiment la Dream Team qui va permettre d'aller au bout du rêve qu'on a de ce spectacle. Et bien sûr c'est moi qui en suis la capitaine d'équipe, donc j'emmène l'équipe. J'aime bien ce terme, emmener. Mais après avec Elisa ça a été tellement précieux, tellement profond d'échanger en fait sur la dramaturgie sonore, et je pense que elle est très heureuse, on est très heureuse ensemble du résultat de la création sonore, parce que en fait en effet comme dit Elisa, on cherche et moi je les emmène loin, et c'est vrai que je creuse, et parce que je crois qu'on a aussi on en parlait tout à l'heure en fait, enfin pour moi les temps de création c'est des temps où on doit s'accorder le temps, en fait, justement. C'est Anne Sylvestre aussi qui dit ça, j'ai tant de choses à vous dire, mais je prendrai le temps. Et voilà, on est dans un monde, on le sait, quoi, qui est complètement fou, complètement excité en permanence. Et en fait, ces moments de suspension où on met énormément de temps à déjà trouver la production pour le spectacle, en fait, oui... c'est vrai qu'il y a une exigence, j'ai une exigence, mais c'est aussi de la dignité, comme dirait Anne Sylvestre, c'est-à-dire de se respecter aussi dans
dans ce qu'on essaye de faire. Un spectacle comme ça, je pense je sais que c'est pas tous les 4 matins que je vais en faire, donc de vraiment prendre ce temps et j'ai tellement confiance en personnes que j'ai choisies, que ce soit Elisa Monteil au son, Louise Sarri à la scénographie, Thomas Cotreau à la lumière, Esmeralda D'Acosta à la vidéo. Il y a Rachel, assistante, donc Virgile et Romain Duteil, évidemment, les acteurs. Mais j'ai tellement confiance en eux, je les ai vraiment choisis et chaque voix compte. Après, par contre, c'est comme... moi, j'ai cette culture du foot, parce que j'ai fait du foot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par contre, c'est moi qui vais donner la feuille de match, entre guillemets, la stratégie, pour pas non plus qu'on soit perdu et qu'on passe trop de temps à discuter. C'est pas discuter, c'est par contre écouter, et évidemment que sur le son, j'écoute très profondément Elisa. En plus, elle est tellement habitée, elle est une artiste, en plus, elle a multiples talents, elle est aussi actrice, donc elle a aussi cette connaissance intérieure du corps, du texte, et puis elle pense les choses de façon extrêmement précise, elle aussi. Donc le spectacle se fait aussi par cet artisanat-là, en fait, de notre collaboration, de nos collaborations. Je crois qu'elle a une question pour vous. Et je me demandais, Marie, moi j'ai l'impression que les 3 piliers de ta vie artistique, et je dis artistique volontairement parce que même le sport rentre dans l'artistique avec toi, c'est ça qui est génial. Donc entre la musique, la chanson, le foot et le théâtre, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te nourrit dans chacun de ces 3 pôles, de ton inventivité, de ta créativité? Qu'est-ce que tu pioches à chaque fois dans l'un et l'autre? Je vais pas te demander de faire un classement parce que bon, c'est un peu... c'est pas très sympa, je pense, mais ouais, au moins de dire ce que tu puises. En fait, qu'est-ce que j'y puise? J'aime beaucoup ce mot puiser, le mot piocher aussi. En fait, c'est difficile à dire précisément, au sens où en fait c'est vraiment en effet le mélange des 3. C'est tout à fait ça qui constitue mon rapport à la création et mon rapport à la vie artistique, comme le dit Elisa. Peut-être du football, je vais garder la conscience de chacune à son poste, j'allais dire chacune à son poste, comme sur un terrain où il y a quelqu'un en défense, quelqu'un dans les buts, quelqu'un meneur de jeu, meneuse de jeu, et les attaquantes, et puis la coach, et puis on va dire l'équipe, le staff, quoi. Ça pour moi c'est important. Visuellement vraiment je le vois, quoi, ce que c'est. Je veux dire, et ça n'empêche pas que parfois l'attaque vienne aider en défense, ou que la défense monte parce qu'il faut attaquer. Mais par contre, le point de départ de chacun à son poste. Pour moi, c'est essentiel. Le positionnement, en fait, de chaque collaborateur, de chaque personne, au départ, c'est essentiel. C'est-à-dire que sinon, en fait, ça part dans tous les sens et voilà, hein, quand on fait de la mise en scène, quand on fait de la création, c'est très important de mettre sur la table, en fait, ce que ça peut créer aussi de rapport. Il y a un rapport forcément de pouvoir au sens où... mais c'est au sens noble du mot pouvoir, c'est-à-dire on peut. Et moi, c'est comme ça que je l'envisage. C'est-à-dire que je suis en effet capitaine d'équipe et j'assume tout à fait ce rôle et j'emmène l'équipe et j'ai envie que l'équipe me suive. Mais par contre... tout de suite, il faut défaire ce que ça peut créer comme rapport de pouvoir. Donc ça passe pour moi par la communication. Je communique beaucoup avec mes collaborateurs, je leur parle. Parfois, il faut pas tout dire. C'est comme dans la vie, c'est comme dans une relation. Mais par contre, la parole est active, même quand elle est... il faut trouver le bon moment aussi pour le dire. Donc même quand tu es dans le silence, la parole est active. De la musique, pour moi, c'est vraiment l'art suprême. Hein, vraiment, ça Jelinek aussi, elle le dit. Donc la musique, c'est la rigueur, la répétition du travail, l'exigence, en effet, voilà, et puis la beauté de ce que ça peut créer. Donc on peut dire que la musique, c'est les longues heures de répétition, d'être humble aussi face à son instrument, d'être modeste. Et puis le théâtre, les mots, ça réunit tout un peu pour moi parce que c'est la communauté aussi, en fait. C'est comment on fait communauté et comment justement les mots se mettent ensemble. Pour moi, la mise en scène, c'est l'organisation de signes, en fait, aussi. Donc c'est forcément qu'autour, tous les collaborateurs sont tellement essentiels. Je travaille beaucoup aussi depuis de longues années avec Louise Sarri qui est scénographe.
avec qui je vais imaginer l'espace du projet. Donc le théâtre, pour moi, permet de réunir tout ça, permet de réunir la musique, la pensée du foot, à un endroit de métaphore, voilà. Et puis c'est aussi un endroit où on peut communiquer avec les absents, c'est le rapport entre les morts et les vivants, enfin c'est essentiel aussi pour moi, c'est un endroit sacré quand même pour moi, une scène de théâtre, pour ça. On l'a dit, votre travail donne souvent une place importante à la musique. Vous le disiez encore à l'instant, puisqu'elle occupe une place aussi importante dans votre vie. Et on peut dire que vous avez cela en commun avec Elfriede Jelinek. D'ailleurs, vous avez même créé un tour de chant, je crois, en hommage à l'artiste Anne Sylvestre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots dessus ? Et puis surtout, j'avais envie de vous demander avec quel morceau vous aimeriez que je termine cet épisode et pourquoi ? Alors oui, j'ai créé un spectacle musical qui s'appelle La vie en vrai, et qui rend hommage à l'écrivaine et chanteuse Anne Sylvestre, qui est disparue il y a un peu plus de 2 ans maintenant. C'est un spectacle que j'ai créé donc, avec Lucie Sansen au piano. En fait, on porte ces textes d'Anne Sylvestre, et comme disait Lucie d'ailleurs, il se trouve que ces textes sont sur une mélodie, mais c'est vraiment le texte qui porte, mais il se trouve qu'ils sont sur une mélodie, et ça c'est assez beau je trouve comme complicité, au sens où comment on conduit le sens quand on chante, et en fait c'est toujours les mots qui guident, et ils se posent sur une mélodie, et ça je trouve ça assez beau. Et donc en fait le spectacle revisite certaines chansons d'Anne Sylvestre, et dialogue avec des textes que j'ai écrits et qui racontent comment en fait ces textes résonnent dans ma génération, et comment en fait on peut s'en emparer, comment ces chansons nous aident à vivre en fait, parce que c'est vraiment ça Anne Sylvestre, c'est comment elle a aidé tellement de gens à vivre par ses chansons et par le partage, par son rapport, la façon dont elle se positionnait avec le public aussi de façon extrêmement digne mais simple, accessible. Et puis aussi elle a fêté ses 60 ans de carrière en 2019, elle a eu une traversée comme ça de 60 années où elle a jamais fait de compromis sur ce qui lui était essentiel de ses valeurs. Elle a jamais été faible par rapport aux sirènes, on va dire, du showbiz. Donc elle a eu une carrière parfois confidentielle, mais elle est restée tellement digne, tellement exigeante pour pouvoir justement, comme elle le dit, pouvoir se regarder sans honte et sans regret. Avec quelle chanson d'elle vous aimeriez qu'on termine ? Alors là, il y en a plusieurs que j'aime d'Anne Sylvestre, tellement fort. Peut-être par rapport à Eurydice, ça pourrait être Écrire pour ne pas mourir, tout simplement. Le spectacle Ombre Eurydice parle passe le 28 février et le 1er mars par Valenciennes dans le cadre du festival Le Cabaret des Curiosités, en avril à Besançon et en mai à Orléans. Le spectacle La vie en vrai sera tout le mois de juillet à Avignon au théâtre du Train Bleu. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute, et merci de votre écoute. Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer, que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Écrire pour ne pas sombrer, écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur au